Comme le colibri, il fait sa part et désire transmettre une richesse à tout un peuple, tout un continent. Il se définit comme un éternel optimiste. Il a écrit 6 ouvrages, dont l'un qui porte le même nom. Il sillonne le globe pour fédérer les leaders afro-descendants. Il s'appelle Chun Young. Merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. On va passer un petit moment ensemble. Avec Sally, on va te poser un maximum de questions. On va se tourner un peu le micro. Et puis très rapidement, on laissera l'opportunité au public pour poser aussi ces questions parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire eux aussi. Et tu nous fais l'honneur d'être ici aujourd'hui. C'est aussi pour leur faire plaisir et je sais que tu as beaucoup de choses à leur dire. Alors, j'ai une première question que je pose à tous mes invités. Comment va ton cœur ? Merci. Merci à vous tous. maa ngi leen di nuyu sama mbokk yi jóge réew ma je remercie mon frère et ami Moussa Camara, le président fondateur des Déterminés, et ses équipes pour l'invitation et l'organisation et de nous donner l'occasion de se mettre ensemble pour pouvoir parler du présent, mais aussi de l'avenir. Secondly, je remercie le consul général du Sénégal ici et le vice-consul qui m'ont bien reçu. Je viens directement de là-bas. Nos autorités qui sont sur place, je vous remercie de m'avoir accompagné ici. S'il vous plaît, give him a round of applause for me. Merci à vous tous d'être là. Comment va mon cœur? Ça là, comment je vais répondre à cette question? Alhamdulillah, je vais bien. Je vais bien, je me sens bien. Et je suis content de retrouver la jeunesse d'ici et aussi la diaspora africaine, l'avenir de notre continent et l'avenir, je dirais, du monde entier. Je vais bien parce que quand je viens ici, je regarde chacun d'entre vous, ça me donne beaucoup d'espoir. Ça me donne de l'espoir parce que je vois que ce qui me motive, ce qui me pousse à bouger entre les champs, entre les pays pour rencontrer la diaspora, pour leur parler, pour leur motiver, pour leur inspirer, pour qu'ils puissent prendre leur place pour ce qui se passe dans leur ville, dans leur pays ici, mais aussi dans leur pays d'origine, vous motive. C'est cette même énergie que vous avez. C'est pourquoi vous avez laissé tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour venir ici, pour qu'on puisse discuter entre nous. Donc, je vous dis que mon frère, je me sens très bien, alhamdulillah. Merci beaucoup pour la réponse. J'aimerais commencer avec une citation d'un aventurier qui s'appelle Mike Horn, qui est né à Johannesburg, en Afrique du Sud, et qui dit « Quand on gère notre tête, on gère nos vies ». Qu'est-ce que ça t'évoque ? Quand on gère nos têtes, on gère nos vies. Moi, je dirais quand on gère le cœur, on gère nos vies. J'aime bien les gens qui sont passionnés. C'est pourquoi j'aime bien Moussa, parce qu'on a ça ensemble. Parce que si vous regardez le monde d'aujourd'hui, tous les gens qui ont changé le monde, c'est des gens très passionnés. Il faut trouver pourquoi vous êtes là. Et il faut aimer ça et donner le temps qu'il faut pour le développer. Moussa et moi, on parlait il y a quelques minutes à Washington, quand on parlait de tout ça il y a quelques années, quoi. De Sergi, on est allé à Washington. À chaque fois, on parlait des questions des quartiers ici en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter notre contribution? Surtout à lui, parce qu'il est tellement passionné de ces questions. Donc, quand je l'avais invité à Washington, c'est le seul sur les jeunes que j'avais invité qui a vécu avec moi, quoi, ensemble à la maison. Il parlait toujours d'apporter des réponses. Et aujourd'hui, quand je vois ces résultats, ce qu'il est en train de faire au niveau national, ça montre qu'il faut gérer d'abord
la passion. Tu es passionné de quoi? Et dès que vous avez ça, vous cultivez. Vous arrosez. C'est le cultivateur maintenant qui parle, quoi. Tous mes anecdotes maintenant, c'est l'agriculture. Parce que la nature, avec l'agriculture, ça nous montre, ça nous donne les réponses qu'on cherche toujours. Donc, en tant qu'agriculteur, on sème. Il faut semer, mais ça ne suffit pas de semer. Il faut toujours désherber et arroser. Et maintenant, laisser le temps gérer le reste. On ne peut pas précipiter les choses dans l'agriculture. Et ça nous apprend aussi, en tant qu'entrepreneur, la patience. Si vous avez des projets, il faut avoir le courage de réaliser vos projets, de travailler chaque jour, c'est le côté d'arroser, de désherber, d'enlever les amis qui vont te dire non. Il ne faut pas leur parler de vos problèmes, de vos projets, parce que vous tous, vous avez un ou deux amis qui vont te dire à chaque fois j'ai un projet, dire non, ça là, c'est pas possible, quoi. Surtout ici en France, quoi. On aime vraiment te dire non, c'est pas possible. Je suis désolé, hein, c'est juste le constat que je fais. Donc, après désherber, maintenant, il faut donner le temps. Et en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de ça, la patience. Donc, pour répondre à votre question, au lieu de mind is good, parce qu'il faudra cultiver, il faut apprendre, il faut avoir de la connaissance, il faudra approfondir la connaissance pour pouvoir, parce qu'en Wolof, on dit que jite xam daf ko wara jitu. En Wolof, ça veut dire que avant de diriger, avant de s'engager sur quelque chose, il faut d'abord connaître. Et pour ça, il faut bien apprendre. Mais même que si tu apprends et que you don't practice, there's an issue. Parce que vous pouvez avoir tous les bons projets du monde entier, toutes les bonnes idées, mais s'il n'y a pas le jëf, s'il n'y a pas l'action, ça reste là, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire à cette question. Thank you very much. Uh-huh. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une assemblée d'aficionados de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais une question concernant la confiance en soi, qui est extrêmement importante, justement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on essaye de créer par soi-même. Vous êtes né au Sénégal, vous êtes arrivé à 22 ans aux États-Unis avec $20 en poche. C'est ce qu'on retient principalement de votre success story amazing. Et vous parliez à peine anglais. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est où est-ce que vous avez trouvé cette confiance en vous pour arriver dans ce nouveau pays, cette nouvelle contrée, apprendre déjà tout seul, vous développer tout seul et réussir à achever ce parcours que vous avez aujourd'hui? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Thank you. Do you mind we switch? Because I want to really face the people. You feel like I'm talking this way. Do you mind you come here and I come there? Of course, yeah. Thank you. I'm sorry. Je veux vous voir, quoi. I want to see you, but here I'm... Sure. Yeah, sorry about that. You have my back next to you. Thank you. Don't worry about it. Yeah. La confiance en soi. Pour moi, au début, c'était pas... Je pense que c'était juste une frustration qui m'a conduit à faire toutes ces choses. Ça a commencé par une frustration. C'est-à-dire, j'ai grandi à Kaolack. Beaucoup d'entre vous, vous avez lu Mémoire d'un éternel optimiste. Vous avez vu, je parlais de mon enfance. Mon père avait 3 femmes et on était 28 frères et sœurs. Donc, bon, pour vous, c'est beaucoup. Les Sénégalais disent oui, on connaît, c'est bon. Hein? Donc, voilà, quoi. C'est, hein? Ça, c'est chez nous. Hein? Donc, à la maison, j'étais très frustré, très jeune. Je voyais cette belle femme qui est extrêmement gentille, qui cuisinait tout le matin, qui se levait. Bon, en polygamie, c'est-à-dire que si c'est ton temps pour ton mari, tu as 2 jours. Après 2 jours, il y a 2 jours de l'autre, il y a 2 jours, tu as 2 jours. C'est comme ça ils font. Maintenant, si c'est fait qu'il y a aïe, le Sénégal comprend, bon, il y a aïe, c'est son tour, il faut se lever à 4 h, 5 h du matin, tu dois cuisiner pour tout le monde. Tu dois nettoyer la maison, tu dois tout faire, quoi. Et je l'observais en tant que jeune. J'avais toujours des petits frères, des sœurs, des enfants autour. Et elle avait toujours quelqu'un ici, l'autre qui pleurait de l'autre côté.
Et toujours en Afrique, quand tu es une femme, tu as des enfants, quand ils pleurent, ils disent, ouais, Dieu le Sodome. Quand Dieu le Sodome dit, ils disent que c'est ton enfant, viens prendre ton enfant. Donc la femme fait tout, quoi. Donc j'étais très attaché à ma mère, je le suis jusqu'à présent. Elle m'appelle mon père, parce qu'on m'a donné le nom de son père. Donc, quand je l'observais, j'ai vu qu'elle est fatiguée. Elle cuisine 4 heures du matin, se lève le matin, faire le fondé, nettoyer toute la maison, et après ça, préparer les enfants à aller à l'école. Et après, on va à l'école, elle doit aller au marché, parce que ce n'est pas comme ici aux États-Unis où on cuisine une semaine, one time. Au Sénégal, chaque jour, on cuisine. Donc, il faut aller au marché, acheter, venir cuisiner pour une trentaine de personnes. Après 13 heures, on mange. Tu n'as même pas de merci. Des gens qui vont manger, ils ne vont même pas nettoyer leurs cuillères. C'est à toi de le faire encore. Et tu prépares encore le soir. Quand je voyais ça, ça me donnait de la peine. Et je me rappelle un jour, il y a beaucoup d'anecdotes que j'ai racontées dans mon livre, mais un qui m'a vraiment marqué, c'est un tabaski où je me réveille, j'ai entendu ma mère pleurer. Vers 5 heures du matin, et je me suis réveillé. Donc, elle était dehors. Je lui demandais qu'est-ce qui se passe. Elle me dit non, va dormir. J'ai pleuré avec, je ne savais pas. Elle me dit oui, parce qu'il y a Tabaski après-demain. Et je n'ai rien à vous donner, vous tous. Il y a toujours chaque Tabaski, we cannot afford it. We don't have nothing to give you clothes to wear. Donc, j'ai fait ma première promesse à ma mère. Et je lui ai dit ce jour-là qu'un jour, Inch'Allah, je vais travailler et je vais t'aider. Et je vais t'acheter des habits. Sorry. Donc, je suis désolé, hein, c'est toujours je raconte cette histoire, ça me... Anyway, donc c'est à partir de là, 12 ans, que j'ai pris conscience que j'ai un rôle à jouer ici. Je dois changer la vie de cette personne. Et c'était mon moteur. Le début de ma vie a commencé par là. Donc, il y a eu beaucoup d'autres choses qui sont passées. J'ai quitté la maison de mon père. Donc, j'ai quitté la maison de mon père pour aller vivre avec mon grand-père. Avec mon grand-père, c'était compliqué parce que il me racontait toujours ses débuts où il était tailleur chez lui là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, le temps que j'allais là-bas, lui, il était déjà vieux, handicapé. Donc, parfois, chez nous, 3-4 jours, on ne mangeait pas. C'était compliqué, quoi. Même pour trouver le rice, quoi. On n'avait rien, mais il a cru en moi. Il me disait, tu sais, les situations de ta mère, c'est toi qui dois changer ça. Et tu dois te battre sur tes études. On n'a pas d'oncle qui a de l'argent, on n'a pas la famille, tout le monde, on est pauvre. Donc, on met tout sur toi. Et tu es mon homonyme, tu dois changer les conditions de vie de la famille. Donc, c'est sur ces conditions-là, je me suis concentré sur les études. Après, à 16 ans, je ne pouvais plus. Donc, elle m'a envoyé aller vivre avec sa sœur à Dakar. Et c'est là où j'ai fait mon lycée, seconde, première, terminale. Mais au lycée, je travaillais chaque été comme apprenti maçon. Parce que je pensais toujours à ma mère, quoi, les difficultés. Donc, quand on me paye 800 francs la journée, apprenti maçon, tu fais jaxase souf sek ciment bi quoi, tu mets le ciment truc et yanu brique yobu. Après le mois, quand on me paye, j'envoie l'argent à ma mère pour l'aider un peu. Puis le reste, c'est comme ça, j'ai eu mon passeport. Donc, j'ai tenté le visa pour les États-Unis. Donc, pour retourner à votre question, chacun d'entre vous ici, vous le savez déjà, c'est quoi votre moteur? Pour moi, c'était ma mère, mais pour vous, c'est quoi? Pourquoi vous vous réveillez le matin? Quel défi vous devez relever? Pourquoi vous êtes là? Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu vous a créé et il y a des millions de personnes qui partent chaque jour et vous êtes toujours là. Et je pense que si on arrive à trouver cette question, c'est là on devient puissant sans le savoir. And from there, our life makes sense.
then we can wake up every morning. C'est là, on se lève le matin et on sait pourquoi on se lève. Parce que pour moi, c'était le défi. Il faut que je change complètement la vie de la famille, surtout ma mère et mon grand-père. Donc, c'était pas... c'était juste une frustration. Et après, quand j'ai eu à faire beaucoup de choses aux États-Unis, retourner au pays, tout ça, j'ai vu comment c'est au-delà de ma mère maintenant. J'ai beaucoup d'autres mamans, j'ai beaucoup d'autres sœurs, j'ai beaucoup d'autres frères, j'ai beaucoup la diaspora et mon continent. Et j'ai trouvé tous ces défis qu'on doit relever. Et pour moi, je ne peux pas attendre à quelqu'un de faire à ma place. Et je ne peux pas aussi être là et critiquer quelqu'un d'autre qui doit faire ce que nous tous, on doit faire. Voilà pourquoi tu me vas faire travailler sur beaucoup de projets et faire ce que chacun d'entre vous est en train de faire, c'est identifier les problèmes et apporter des réponses. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ce que les déterminés sont en train de faire. Parce que pour entreprendre, il faudra juste identifier là où il y a les problèmes. Partout où il y a les problèmes, il y a les opportunités. C'est pourquoi tout le monde va en Afrique, parce qu'on n'a que des problèmes. Mais ça veut dire qu'on n'a que des opportunités. Et le monde entier est chez nous, parce qu'il voit les opportunités. Tout le monde voit les opportunités en Afrique, sauf les Africains. Et c'est dommage. Mais vous, surtout la diaspora, vous devez prendre conscience de ça. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le continent, mais ici aussi dans votre pays d'accueil. Parce qu'ici aussi, c'est votre pays. You have to take space. You know what I mean? You have to make sure you are a part of the solution. Not on the problem, but in the solution. And bring some tangible solutions on the issues that this country is going with. Et on va encore parler de ça, c'est double culture, double nationalité, etc. D'accord? Merci beaucoup. Le micro, ça va voyager. Ouais. Super intéressant. Mais ça m'amène à une question. Est-ce que tu as déjà eu dans ta vie, à un moment donné, tu t'es déjà senti... tu connais le syndrome de l'imposteur ou encore l'auto-sabotage? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est quoi l'auto-sabotage? C'est quand toi-même, tu te mets des freins à tel point de se dire, bon, ben, je vais pas y arriver, en mettant des excuses plus ou moins ridicules, tu vois, des doutes. Bien sûr. Bien sûr, nous tous, on a vécu ça. Hein. Il y a tellement de fois où je me dis, ben, écoute, ça là, pourquoi je fais tout ça? Tout récemment, j'ai quitté les fermes très tard, vers presque 22h, 23h, et truc. J'ai dormi là-bas quelques jours. Et le lendemain, le soir, quand je rentrais chez moi, je me posais même cette question il y a quelques jours. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Au milieu de nulle part au Sénégal, je suis en train de... Je veux inspirer cette jeunesse pour nous aider à régler cette question alimentaire, sécurité alimentaire pour notre continent. Mais c'est tellement difficile. Vous voyez les photos, les vidéos, ça semble facile, mais c'est compliqué parce que, vous savez, en Afrique, on ne sait pas créer des gens, on sait détruire l'homme entre nous. Si c'est aux États-Unis, tu viens... les Américains ne m'avaient pas demandé qui est ton nom, tu es dans 4 partis politiques, qui t'a envoyé, ton oncle, c'est qui? Moi, je suis arrivé là-bas avec rien du tout. Mais ils m'ont ouvert tellement de portes. Là, Moussa, il est déterminé. Il vient la semaine passée, un appel à la Maison-Blanche, ils m'ont organisé tout. Tout ce que je veux à Washington, je viens Red Carpet. Parce qu'ils aiment les gens qui travaillent. Mais dans mon propre pays, je ne peux pas avoir accès sur rien du tout. Même pour aider les jeunes. Ils me combattent sur tout. Et parfois, c'est décourageant, quoi. Ça me, vous comprenez, Sénégalais, je ne vais pas expliquer. C'est-à-dire que tu veux aider ton pays, tu te donnes à fond, tu te sacrifies, mais ils veulent toujours t'amener en bas. Et parfois, ça m'amène des doutes, quoi. Le mois passé, quand j'étais à Washington, un ami m'a pris de l'aéroport. Après, je regarde, parce que quand je voyage, tout ce que je vois, tu es dans la voiture avec moi, je commence à dire, ça là, on doit avoir ça au Sénégal. Et quand je reviens toujours aux États-Unis, c'est comme je suis un touriste, quoi. Je dis à un ami là, regarde, man, comment tout est organisé, tu vois, tout est clean. Comme l'autre jour, j'ai partagé au Rwanda. Un jour, je veux ça pour mon pays, quoi. Et les Sénégalais me disent, mon frère, toi là, il ne faut pas te fatiguer, hein.
Hein? Toi, là, tu es respecté ici, tu peux tout faire. Pourquoi tu as laissé cet ordre-là aller dans ce désordre-là et se fatiguer dans des champs, quoi? Je dis, parce que mon cœur est là-bas. Et nous tous, on ne peut pas juste regarder la maison, quelqu'un d'autre venir construire notre maison. Et la construction n'est pas facile. Pour répondre à votre question, oui, j'ai des doutes. Il y a quelques jours, j'avais des doutes. Mais je me réveille le matin encore. Et le why, et le pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, je mets mon boots encore, je reviens à la ferme. Je dis, allez-y, allons-y au travail encore. C'est pourquoi je suis même très fatigué, parce que je viens de Kaolack, j'étais à Touba, à Gossa, j'ai fait le tour de mes champs, et je prends l'avion encore pour venir ici fatigué. Mais il fallait que je vienne pour vous rencontrer, parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura quelques d'entre vous qui seront inspirés pour nous aider demain à changer de vie, comme Moussa est en train de le faire, comme je suis en train de le faire. Je le sais. Et ça, il n'y a pas de prix. Donc, vous allez douter, mais ce n'est pas grave. Allez boire si le temps est beau, prenez un café, du thé d'or là, c'est beau ici, et le lendemain, allez encore au travail. Ne lâchez jamais. Les doutes, c'est OK. Les échecs, c'est OK. Surtout les échecs. J'ai écrit de ça mon livre « Demain tu gouvernes le monde » que j'ai amené avec moi. Il y a deuxième chapitre parle que d'échecs. Toutes les leçons dont j'ai apprises, je les ai apprises sur les échecs. Donc, n'ayez pas peur d'échouer, mais ne lâchez jamais. Réveillez-vous et retroussez les manches et encore allez au combat. Parce que cette génération a besoin de vous et les générations futures ont besoin de vous. Nos parents ont besoin de vous. Surtout vous, les jeunes de la diaspora. Vous êtes dans le cœur de tout ce qui va développer, pas seulement ici, mais aussi pour l'Afrique. Tous les deux pays, hein? Parce que vos parents se sont sacrifiés. Beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous ici, papa ou maman est venu ici dans des conditions très difficiles. Ils ont laissé tout ce qu'ils savent derrière. Leur famille. Certains n'ont jamais eu la chance de retourner voir leurs parents. Ils ont reçu des phone calls que maman est décédée, papa est décédé, ils ne pouvaient pas rentrer. Certains ont nettoyé des tables ici pour vous donner une chance. Certains de nos mamans ont fait des lits des hôpitaux, des hôtels. Ils ont travaillé dans les garbage, dans les usines, dans le froid, qui n'est pas dans leur environnement. Beaucoup d'entre eux, ils ont fait des sacrifices énormes. Ils se sont moqués d'eux parce qu'ils ne parlaient pas un bon français avec un accent sénégalais ou malien ou guinéen. Ils se sont moqués d'eux parce qu'ils ont couvert le truc par leur religion. Ils ont tout vécu pour que vous avez une chance qu'eux, ils n'ont pas eue. Et maintenant, vous êtes là. Vous êtes né ici. Vous avez la nationalité française. D'accord? L'un des pays qui a le plus d'accès sur l'éducation, la santé et tout, que tes parents n'ont pas eu. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec cette gift, cette opportunité que nos parents n'avaient pas? Vous avez une grande opportunité de changer pas seulement votre vie, mais la vie des millions de personnes. Et vous n'avez pas le droit de ne pas réussir. Vous n'avez pas le droit to let go. Parce que c'est la diaspora qui a changé l'Afrique. Pendant l'indépendance, c'est la diaspora des jeunes comme vous qui se concertaient dans les rues de Paris, les Senghor, les Cheikh Anta Diop, etc., les anglophones Nkrumah et Wole Soyinka et trucs, qui étaient à Londres, Paris, partout dans les cafés pour parler de comment on va libérer nos pays là-bas. Chez moi au Sénégal, si tu es né au Sénégal, moi mes parents étaient des autochtones parce qu'ils n'étaient pas nés à Gorée, Rufisque, Saint-Louis et Dakar. 4 villes, tu as des papiers français. Le reste, ils n'ont rien. Même pas, on les appelle des autochtones. Il n'y a pas de lycée, il n'y a rien. Mais qui a changé ça? Beaucoup aujourd'hui, on a des présidents sénégalais, des ministres. Moi, même quand j'étais jeune, il y avait des ministres qui étaient français chez nous, comme Jean Collin, etc. Nos professeurs, nos administrateurs. Mais c'est des jeunes de la diaspora qui sont venus ici, qui ont étudié, qui pouvaient faire comme beaucoup d'autres, dire, OK, maintenant, je suis bien ici, je reste avec ma famille. And you can do that, c'est OK. Mais c'est des questions de choix. Comme moi, je pouvais rester à Washington. Question de choix. Je dis, mon pays est en construction, je dois aller participer. Mais maintenant, la question est que vous, qu'est-ce que vous allez faire pour les générations qui doivent venir?
Et chacun de vous a quelque chose sur vous qui peut changer le monde. Il n'y a pas de special people, Moussa est spécial parce qu'il a là, Mouton, non. Chacun d'entre vous a ça. Vous avez quelque chose qui peut changer pas seulement la France, mais le monde. Je vous dis, si moi, qui n'avais que $20 arrivé aux États-Unis, si je peux faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour vous dire que c'est possible. Donc, digue, poussez les limites. Allez le plus loin possible et réalisez vos rêves. On a besoin que vous réalisez vos rêves parce que ça va nous aider à régler les problèmes d'ici et de l'autre côté. Parce que si vous n'êtes pas fort ici, vous ne pouvez pas aider le pays. Hein? Donc ça m'amène sur la question de cette double culture. C'est une chance, c'est une opportunité. Il ne faut pas attendre, écouter aux gens, ouais, double nationalité, double culture. C'est une grande chance. Parce que vous voyez ici ce qu'ils ne voient pas là-bas. Quand vous allez là-bas, vous comparez les choses. Donc l'Afrique, ou le pays de vos parents aussi a besoin de vous. Mais soyez forts ici. Et amenez-nous cette connaissance aussi. N'importe quel domaine que vous êtes, on a besoin de ça ici, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, everywhere in Africa, sub-Saharan Africa, on a besoin de vous. Sans vous, sans la diaspora, l'Afrique ne va pas développer. J'étais avec le consul, on parlait de ça, 1400 et quelques milliards de francs CFA, la diaspora fait entrer au Sénégal. Plus que l'aide au développement public. Twice, 2 fois plus. Si c'était structuré, organisé and empowered, la diaspora seule peut changer notre continent. Mais, malheureusement, tout ce qu'on envoie là-bas, c'est dans le social. On fait nourrir les gens, on ne crée pas assez de projets. Donc, on compte sur vous pour ici et là-bas de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci pour ce discours extrêmement motivant. C'est pour ça que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'était un honneur de vous recevoir aujourd'hui parce que vous êtes une figure pour nous, les Français de la diaspora. C'est extrêmement important d'avoir des représentants, d'avoir cette représentation. Aujourd'hui, vous représentez quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui fait tout pour réussir, enfin faire les autres réussir en Afrique, qui n'a pas oublié son africanité. C'est vraiment, je tenais à vous le dire, je pense de la part de tout le monde aujourd'hui, vous êtes un véritable modèle pour nous tous et on vous remercie d'avoir pris ce temps d'être là avec nous. Merci. Moi, j'aimerais engranger sur une autre question qui est aujourd'hui, your first purpose, ton premier goal, c'était aider ta maman. Et ensuite, ça a été aussi d'être cette représentation pour les jeunes de la diaspora. Comment est-ce que tu pourrais expliquer à ces entrepreneurs qui sont en face de nous, how can you find your purpose? Comment est-ce que tu peux trouver ce rôle, cette place justement dans ce monde et se dire, ok, ça c'est mon objectif. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire en sorte de travailler pour y arriver. How can you? Merci. D'abord, je voudrais toucher cette question dont tu parles de réussite. Moi, je ne me considère pas quelqu'un qui a réussi. Non, non. Je ne peux pas me considérer réussite si dans mon propre pays, dans mon propre continent, on a la terre, on a la jeunesse, on a le soleil. La population la plus jeune du monde aujourd'hui, c'est en Afrique, plus de 200 millions de jeunes moins de 25 ans. Et que ces jeunes ne peuvent pas nous aider à produire ce que nous mangeons. C'est des pays comme l'Ukraine, comme Espagne, comme Morocco, comme Indonésie, qui cultivent et nous envoient à manger. Ça, ce n'est pas une réussite pour moi. J'ai une part de responsabilité. Je ne peux pas me considérer une réussite si la majeure partie de ces jeunes aujourd'hui, ils prennent les bateaux pour mourir sur l'océan Atlantique. Tout récemment, j'étais à 7 ans, j'ai vu les jeunes là-bas, entre le Maroc et l'Espagne, qui vivent in the jungle. Mais quand tu le vois, tu peux pas le croire. Hein? Ils attendent l'occasion la nuit pour prendre le bateau. C'est-à-dire no espoir, no hope. Vous êtes là parce que you have hope, espoir. Ces jeunes n'ont plus d'espoir. Et l'océan est devenu cimetière pour la jeunesse africaine. Donc je ne peux pas me considérer réussite parce qu'on n'a pas encore réglé ce problème. Je ne peux pas considérer qu'on a réussi, et moi-même je ne suis pas, parce que mon pays, au Sénégal,
On a le pétrole, on a le gaz, on a le zircon, on a fer, on a gold que vous avez là. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une femme sénégalaise qui me dit que ce gold-là, ça vient du Sénégal, de Kédougou ou Sabadola. On nous prend ça, on amène Switzerland ou quelque part d'autre. Parce que nous, quand on a besoin de gold, il faut aller jusqu'à Dubaï ou Abu Dhabi. Et que tu vas à Kédougou aujourd'hui, dans les villages autour, les gens n'ont même pas à manger. Les jeunes ne sont pas éduqués. Ils prennent les bateaux pour venir ici. J'ai une part de responsabilité pour régler ce problème. Parce que ça, c'est des trucs qui me parlent au fond de moi. Jusqu'à présent, notre économie, dans nos pays en Afrique, majorité, all pays africains, la téléphonie, c'est au Sénégal, c'est Free et c'est Orange, c'est pas sénégalais. Nos autoroutes sont construites par les Chinois, les Français ou les Turcs. Nos aéroports sont gérés par les Turcs. Nos hôpitaux, c'est tout ce que tu regardes, c'est tout sauf sénégalais. C'est-à-dire qu'on est locataire dans notre propre pays. Et c'est la même chose partout en Afrique de l'Ouest. Imaginez en Afrique de l'Ouest, c'est comme les États-Unis, 300 quelques millions de personnes. Jusqu'à présent, en Afrique de l'Ouest, tous les pays d'Afrique de l'Ouest ensemble, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, etc., là, Guinée. Il n'y a pas un hôpital, 10 hôpitaux. One. Que quand le président ou le ministre est malade, ils peuvent aller là-bas se soigner. Il faut prendre l'avion pour venir en France. C'est une honte pour nous tous. On construit des hôpitaux, on construit des stades, on peut construire tout, hein. Mais on ne peut pas construire un hôpital pour sauver des vies. Jusqu'à présent, au Sénégal, hier, un ami, je mangeais avec lui avant de venir avant-hier, il me dit que son gardien, sa fille est morte parce qu'il avait, he was delivering, having baby. It's sad. In Senegal, until now. Parce que les docteurs n'étaient pas là. Où est le docteur? The lady died. Jusqu'à présent, tu es malade chez nous. Pour voir un docteur, c'est compliqué. Et maintenant, voir un docteur, et quand ils ont donné des analyses, la majeure partie des salaires là-bas, c'est moins de 100 000 francs. Une analyse, 80 000, 70 000 francs. C'est-à-dire qu'on vit dans la galère. La majeure partie des villes, il n'y a même pas, des petites villes, il n'y a même pas sapeur-pompier ou bus pour que quand tu es accidenté, personne ne te prend. Hein. Donc tout ça me préoccupe. Je suis très frustré de ce qui se passe sur mon continent. Et ma façon d'exprimer ma frustration, c'est de contribuer comme je peux. C'est d'essayer de trouver une solution. Pas d'essayer de faire ce que je peux. Et de vous inspirer aussi de chacun de faire ce qu'ils peuvent. Et ça, on ne peut pas blâmer. Moi, je blâme personne. Hein. Pour moi, au lieu d'aller faire des lives Facebook, insulter le politicien ou quelqu'un d'autre, je me pose la question, moi aussi j'ai une part de responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour régler cette situation? C'est pourquoi j'ai des jeunes dont je forme à la ferme, ce n'est pas seulement les former sur l'agriculture. Hein. Je leur parle de leur responsabilité, le leadership. On a tout en Afrique sauf le leadership. Ça nous manque des hommes forts qui viennent servir leur pays, pas pour se servir. Imaginez, dans nos pays les plus riches du monde, c'est des politiciens, seulement en Afrique. Et on a des modèles aujourd'hui, si on regarde Rwanda, moins de 25 ans en génocide. J'étais là-bas il y a une semaine et demie. Ce que j'ai vu là-bas, le Rwanda est encore plus propre que les États-Unis, plus organisé. S'ils peuvent le faire, on peut le faire. Si on a des hommes forts qui aiment leur pays et qui se donnent à fond pour servir, on peut réussir ce pari. Jusqu'à ce qu'on fait ça, je ne me considérais pas réussite. C'est pourquoi je dis toujours que ce qu'on est en train de faire, des millions de personnes comme moi, je sais que même si je n'arrive pas à réussir ça, les jeunes que je vais toucher, je vais parler avec eux, je vais inspirer, je vais former, ils vont nous aider à réussir. Ils vont nous aider à le faire. Parce que ce n'est pas un combat d'un homme et un combat d'une génération. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, ça doit dépasser des générations. C'est au-delà de notre vie. Et il faut qu'on accepte ça. Mais nous, en Afrique, Sénégal, on est bon. Affaire de nous, il y a un quoi. Parce qu'affaire de nous, même pas, on ne parle même pas d'héritage. Et pour avoir de l'impact avec le temps, il faut penser après vous.
Parce que ce que Moussa est en train de faire, si c'est seulement pour lui, il peut dire, bah, écoute, je veux faire un business, de l'argent tout seul. Pourquoi il parcourt partout en France? C'est clair ce que Kennedy appelait le ripple effect. C'est tache d'huile. Parce qu'il y a quelques années, on s'est rencontrés, tu commençais ton entreprise. Aujourd'hui, je vois que tu fais tellement de belles choses, machallah. Et je vois beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui ont des employés. Parce que c'est l'idée d'une personne qui a commencé ça. Si le président de la République peut aller jusqu'à Cergy pour le voir, ce n'est pas parce qu'il est beau, hein. C'est parce que le travail et les sacrifices qu'il a menés. Et ça, ce n'est pas exceptionnel. Chacun de vous peut le faire. Moi, je ne suis pas un messie, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste find my purpose in life. Yeah. And my purpose in life, you want to know, is to serve my people and my community. Service is my purpose. Yeah. Parce que si ce n'était pas service, j'allais rester à Washington. Mais quand j'ai trouvé que toutes ces choses me frustrent en Afrique et je peux faire quelque chose, je l'ai pris comme my own purpose. Et parfois, cette purpose, tu le suis, ce n'est pas confortable, je vous le dis. Certains d'entre vous m'ont suivi sur mon live tout récemment avec Philippe Simon, où je disais que je suis à la ferme ici, j'avais des boutons partout. Même aujourd'hui, j'en ai toujours. Hein. C'est chaud, il n'y a pas de climatiseur, il y a les moustiques à la ferme et tout ça. Pour certains, c'est plus facile de rester dans les clim à Washington ou même chez moi à Sendou. Mais c'est un combat. La vie est un combat. Il faut trouver votre combat et ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci. Thank you. Non, il est là. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup pour cette réponse. On a besoin d'entendre ce genre de choses. Petit sondage rapide, il y a combien d'entrepreneurs dans la salle? Donc, au moins la moitié. Merci. Il faut semer aujourd'hui pour récolter demain. Ouais. Tu dis que tu n'as pas un plan sur 3 ans, mais tu as un plan pour toute une vie. Mais justement, pour justement développer en Afrique, quelles ressources il faut? Et aussi, quelle posture il faut avoir? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici. Quels sont tes conseils à ce niveau? Pour développer le business en Afrique, première des choses, j'ai fait des erreurs. Quand tu retournes en Afrique en tant que diaspora, please don't make the same mistakes I made. What are those? First mistake, quand on arrive en Afrique, on pense qu'on va transporter la France en Afrique. Dès que tu arrives, tu commences à comparer. Tu vas à la banque, les gens, they're in line. La dame voit son ami. Hey, come, don't worry. I don't see you for no. Et toi, tu entres, mais ça se fait pas en France, là, mais c'est quoi? Et donc, quand tu as des rendez-vous, tout le monde est là, tu regardes le temps, tu boudes. Ça m'arrivait toujours et tu compares chaque jour. Il faut savoir s'adapter. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. J'ai raté beaucoup d'opportunités en Afrique, pas seulement au Sénégal, parce que je venais en tant que, dans ma tête, comment je vis aux États-Unis. Tout le monde est on time. La réunion, c'est à 18h. Tout le monde vient à 18h. On commence à 18h. C'est pas comme ça en Afrique. Hein? 18h, ça veut dire 21h. Et le gars sera en retard et il va venir dire bon, comment tu vas? Il ne va même pas s'excuser. Et la majeure partie, si vous venez de la diaspora, ça va vous frustrer. Et que quand vous frustrez, vous retournez, vous n'allez pas développer vos business. Donc le CAIAS, ils ont trouvé un moyen de faire que cette CAIAS, ça marche pour nous, quoi. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas les États-Unis, l'Afrique n'est pas la France. Et je l'ai compris maintenant, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant, quand je viens des États-Unis à Washington, quand je viens à Dakar, à l'aéroport, j'enlève l'affaire de Washington, là, je mets là-bas, et je deviens un Sénégalais de village. Hein? Ça veut dire que tout est masla et tout prend du temps. Rien n'est on time. Je dis toujours, j'avais une anecdote. Je suis venu avec des investisseurs américains avec moi en 2014. On vient voir un ministre. Donc le ministre, il nous fait attendre. Il fait froid dans leur salon là. Climatiseur, on attend. Une heure après, il n'y a rien. Je vais aller-retour. Les Américains me regardent. Mais
What's going on, man? It's been 1 hour. I go back and forth, je reviens, le secrétaire me dit, non, attends, il est encore en réunion. 2 heures, 3 heures de temps, il n'est toujours pas encore sorti. Donc je lui dis, bon, on va rentrer. Si c'est un Chinois, il va attendre toute la nuit. Parce qu'eux, ils comprennent l'Afrique. Parce que c'est cette même mentalité. C'est pourquoi les Américains ne font pas beaucoup de business en Afrique. Parce qu'ils ne peuvent pas tolérer ça. C'est difficile pour eux. Donc, on n'a rien fait. On est rentré. Le ministre, là, moi, je ne suis vraiment pas content de lui, hein, et je le garde. 2 ans après, ils sont en mission à la Banque mondiale à Washington. Je viens à la réunion. Ah, John, comment tu vas? Oui, ça va. Je dis, ben, moi, là, je ne suis pas content, mon frère. Ce que tu m'as fait depuis 2 ans, tu ne m'as même pas appelé pour s'excuser. Il a oublié. Il me dit, mais c'était quoi encore? C'est-à-dire que c'est toi, tu prends ça. Eux, ils ont même oublié que tu devais se voir. Donc, c'est pour vous dire, ce conseil que je vous donne, si vous voulez faire quelque chose en Afrique, il faut être très patient et il faut s'adapter. Prendre le temps. Parce que le plus que vous allez dire, oui, c'est pas comme ça en France, pourquoi c'est pas comme ça ici, ils vont vous regarder, mais toi, là, tu penses que tu es français, mais il faut aller là-bas même. Ici, tu ne peux rien faire. Donc, s'adapter, mais aussi être très patient. Parce que rien ne se construit du jour au lendemain en Afrique. Tout prend du temps. Voilà ce que je veux dire comme conseil de mes expériences au Sénégal. Les autres choses, je sais qu'ils vont poser de ça après. Je vais laisser du temps comme ça après quand ils vont poser, on va discuter de ça. Merci. On a le droit de poser encore une petite question. Effectivement, on va laisser le public directement poser des questions. Ouais. Ok. Ben, il n'y a pas de questions. Bon, on va faire cocktail et rentrer. Hein. Ouais. Il y en a déjà. Il y a un micro pour le public? Alors, il n'y a pas de micro, mais si vous pouvez vous lever. On peut le donner au micro. Ah oui. On avait donné les règles du jeu au départ. Hein. Je vous avais dit. On commence ici, on décline. Voilà, on fait l'ordre décroissant. Je vais me lever. Hein. Okay, I'm going to come close to you. Because I feel kind of too far. Yeah, il faut le donner. C'est toi. Ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Okay. What's your name? You want to do? Giscard. Okay. Giscard, bonsoir Thion. Bonsoir Sali. Bonsoir Monsieur le Consul et la délégation. Bonsoir Moussa. Alors moi, je rejoins ce que tu as pu dire durant cette allocution. Je me sens concerné, tout autant que toi, par rapport à ce qui se passe chez nous. Et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Nous nous sommes rencontrés. Je sais que tu rencontres beaucoup de monde et que tu te souviens peut-être pas de moi, mais nous nous sommes rencontrés il y a à peu près 1 an à Paris, à la dernière... Tu avais posé une question aussi. Et j'avais posé une question. Il ne faut pas encore répéter la même question. Je vais pas reposer la même question. Les choses ont évolué depuis. Aidé par Moussa, elle est déterminée, et par le message que vous véhiculez, tous les deux, j'ai avancé dans mon projet qui est de permettre à la diaspora d'envoyer des colis plus facilement au pays via une application du nom de ColisJet qui permet le transport de colis entre particuliers. Je m'explique un petit peu pour que tout le monde comprenne. Quand vous prenez votre billet, la compagnie aérienne vous alloue un certain nombre de kilos. Alors, c'est vrai que souvent, on voyage et les kilos sont full, mais il arrive que... Pour les Africains, c'est toujours full. Hein. Tu vas à l'aéroport, ils font stop. Hey, tu as des kilos pour m'emmener avec toi. Mais on va sur un travail qui sera peut-être de longue haleine, mais je suis prêt à relever le défi. Essayer un petit peu de changer les mentalités. Bon, aujourd'hui, enfin, changer les mentalités, pas vraiment, mais modifier un petit peu quand même. Parce qu'aujourd'hui, lorsque chacun d'entre nous voyage, on laisse un petit peu de place pour emmener un colis pour la diaspora. C'est presque un devoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est poser un cadre là-dedans en créant une application du nom de ColisJet qui permet le transport donc, de colis entre particuliers. Lorsque vous allez voyager, vous allez pouvoir mettre sur l'application les kilos que vous voulez mettre à disposition pour la diaspora en précisant d'où vous partez, où vous allez et combien de kilos
vous avez à mettre à disposition pour la diaspora et on va vous payer pour ça. Ce qui va permettre, pour celui qui voyage, de pouvoir voyager plus souvent parce qu'il va avoir une partie de son billet qui sera amortie, mais surtout va permettre à celui qui a un colis à envoyer pour aider la famille, des médicaments, un téléphone, un ordinateur. You still have a question, man? When you gonna ask the question, though? Oui, ok. Ma question, elle est la suivante, c'est... bon, Moussa contribue déjà beaucoup à ça, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'aider les jeunes comme moi ou d'autres, les jeunes entrepreneurs, en les poussant dans ce qu'ils font, en essayant de les mettre en lumière, en essayant de les mettre plus en avant pour que les petites mains qui, à leur niveau, vont essayer de faire des choses pour faire avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la condition de nos confrères en Afrique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Give him un applause. Merci pour ce que vous faites, parce que c'est un problème pour nous et vous êtes en train de trouver une solution pour nous, parce qu'à chaque fois que tu vas à l'aéroport, il y a toujours des Africains qui vont stopper là-bas. Tu ne les connais même pas. Hey, mon frère, tu veux m'amener des trucs, tu vois, partout. Et ça, il faut changer ça avec les applications. Je pense que ça va régler beaucoup de problèmes. Donc, bravo pour ce que vous faites déjà. Give him a round of applause. Et si on peut aider pour mettre de la lumière, avec plaisir. On a Afro Global Connect et aussi, moi, j'aime aussi partager des entrepreneurs comme vous dans mes pages. Donc, ce serait bien. On voit avec lui, Tony, comment on peut être pour mettre de la lumière sur ce que vous faites. Et nous tous, on peut le faire, repartager ce que vous faites. Ça ne nous prend rien du tout, mais ça va donner à d'autres opportunités de pouvoir vous contacter. C'est déjà fonctionnel? On va le faire. J'ai même des livres qui sont arrivés, qui doivent aller à Dakar. Donc, on a un nouveau marché. David, il y a 300 livres là. Tu lui donnes ça. D'accord? Comme ça, tu m'envoies ça à Dakar. Merci beaucoup. Next one. Il y a une sœur là-bas ou il y a déjà... Alors, moi, je fais un gars et une fille, la parité. Ici, après, je vais voir là-bas. Good job. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Thion. Bonjour. Merci pour votre discours, c'était hyper touchant. Merci. Je m'appelle Fatima. Je fais partie des déterminés, j'ai fait la promotion 28. Et ma mission, comme vous dites, c'est les femmes. Vous avez commencé par ça en parlant de votre maman. Et donc, j'aborde ce sujet parce que j'en suis une et j'ai un projet autour du développement des femmes, du mieux-être, j'appelle ça. J'ai appelé ce projet « Être pour devenir », accompagner les femmes à prendre du recul sur leur vie, à prendre du temps pour elles et à définir vraiment ce qu'elles sont, parce que quand elles savent, elles sont capables de gravir des montagnes. Ma question est la suivante. En Europe, c'est un peu plus simple, parce que c'est quelque chose qui est assez présent, assez tendance, etc. On arrive à toucher beaucoup de personnes autour de ça. Ma question est la suivante. En Afrique, comment fait-on pour que ce devienne une question existentielle et que ce devienne quelque chose d'aussi présent, sachant que la place des femmes n'est pas encore la même. On se bat, on observe que ce n'est pas encore tout à fait ça dans l'Afrique. Enfin, moi, je suis algérienne d'origine, donc je sais aussi comment c'est en Algérie. En tant qu'Européenne, algérienne, africaine, enfin tout ça, comment fait-on pour lier ce sujet sur les deux continents et aider la population, quand je dis la population, c'est-à-dire ne plus faire en sorte que ce soit un sujet qui concerne que les femmes et à l'encontre des hommes, parce que ce n'est pas du tout une guerre. Au contraire, pour moi, les femmes ne seront pas sans les hommes et vice-versa. Comment faire en sorte de travailler ensemble pour les femmes? Mashallah, good question. Give them a round of applause. You know, la question des femmes est extrêmement importante. Et moi, je crois fermement que si on veut vraiment développer nos pays, il faudra mettre les femmes en avant. Parce que de nature, vous partagez. Elle a ses enfants à gérer, elle a les parents au village qui l'attendent, et personne n'en parle, quoi. Il n'y a pas de minimum wage. C'est le SMIC ici. Le minimum wage, on n'en parle même pas au Sénégal. C'est-à-dire que tu exploites quelqu'un, tout le mois, tu lui donnes 40 000 francs ou 30 000 francs le mois. Et surtout les femmes. Mais moi, ce que j'ai fait, je les ai appelés toujours pour vous faire que, OK, vous tous, vous mangez chaque jour, non? C'est elle qui vous prépare à manger, c'est elle qui nettoie. Donc, elle doit y avoir 2 fois, 3 fois le salaire de tout le monde. Et je l'ai fait savoir à tous mes employés. Et que toutes les femmes qui travaillent pour moi ont les mêmes salaires, and capacity, the same as everybody. Mais la femme de ménage, elle a beaucoup plus que tout le monde.
Et si tout le monde fait ça, je pense que tous ces problèmes qu'on a dans nos sociétés, il ne faut pas attendre aussi que les choses change from the top down. It has to be from the bottom up. Si chacun de nous change, le pays change. Si chacun de nous apporte une petite contribution, on change les choses rapidement. Donc, tout récemment, j'ai lancé à la ferme le Jeff Zone Transformation. Et ça, j'ai mis les femmes dedans. Ah non, elles sont en train de faire un travail extraordinaire. Nous, on cultivait et on portait beaucoup sur les tomates, beaucoup sur les aubergines, etc., les légumes, surtout les tomates. Donc, j'ai amené les femmes qu'on a formées avec Jeff Zone. Je dis, bon, il faut qu'on trouve une solution. Parce que tu vas dans nos boutiques au Sénégal, au champ et tout ça, on nous amène des trucs concentrés de France, des États-Unis, de partout, qui sont dans les bateaux 3 mois, 4 mois pour arriver. Et avec l'agriculture, pour moi, la nourriture, pourquoi on prend tout? Il y a tellement de maladies en Afrique aujourd'hui, c'est parce que dans ton environnement, si tu ne manges pas ce qui est là-bas, tu transportes les maladies des gens. Parce que la nature, elle est parfaite déjà. Tout ce qu'on doit manger est autour de nous. Mais on a des tomates qui pourrissent et des mangues, mais on va aller exporter des tomates et des mangues. Maintenant, les femmes ont trouvé la solution pour moi. On a lancé la transformation, l'unité de transformation. On fait des ketchup maintenant, des tomato paste. On conserve les légumes à 2 ans. Si tu n'ouvres pas, tu as presté 2 ans. Si tu ouvres, tu mets frigo. Et c'est incroyable. C'est one of the biggest projects that I have now in Sénégal, dirigé par les femmes à Jeff Zone. Donc, je suis dans ça. Donc, je suis un champion of women. Ça vient de la maman, mais toutes les femmes, pour moi, pour changer ce monde, il faut soutenir les femmes. Nous, on a créé tous les problèmes du monde. C'est le moment qu'on vous donne aussi la chance maintenant. Merci beaucoup. Bah, voilà, c'est ça. Merci. Next one. Yeah. After, you have to go to the other side and the back. Thank you. Yes, sir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je me présente, c'est Wilfried Agosso. Je suis d'origine béninoise. Ça fait 20 ans que je vis en France. J'étais venu au départ pour faire mes études. Donc, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. Ici en France, j'ai créé mon bureau d'études il y a à peu près 1 an. Donc, Bravo. merci. Donc, je vous suis depuis à peu près 1 an sur la page Facebook. Je serai d'ailleurs le 8 octobre à Paris avec Philippe. J'ai pris ma place aussi. Bravo. Et donc, je suis un peu ce que vous faites. Et j'ai commencé à faire comme vous en étant ici. Donc, j'ai créé une ferme au Bénin. On exploite 50 hectares. Au Bénin, à Djidja, ça s'appelle. Donc, quand je vous ai écouté, en fait, je me suis un peu retrouvé dans tout ce que vous avez dit parce que c'est compliqué. C'est très compliqué, surtout, moi je manage la plupart du temps à distance, vous êtes sur place, donc moi c'est encore plus compliqué de gérer des choses à distance, mais on y arrive, on a fait, cette saison on a semé 20 hectares de soja. Bravo. C'était pas facile, mais on y est arrivé, j'ai 5 salariés sur place, et ma question c'était, voilà, tout ce que vous faites pour pousser les gens, bon moi voilà, c'est dans ma tête, je veux développer quelque chose là-bas. Là, c'est le début, j'ai commencé il y a 1 an, donc ça pourrait aller plus loin. Mais le gros problème, c'est la main-d'œuvre, localement. Le gros problème, parce que moi, j'ai du boulot, je cherche à recruter des ouvriers, mais je n'en trouve pas. C'est très, très, très compliqué. Ils viennent en 2-3 jours, ils demandent à être payés, et puis après, voilà, ils s'en vont parce qu'ils veulent régler un problème immédiat. Et comment on peut faire justement pour intéresser les jeunes à la terre, parce qu'il y en a pas mal qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent beaucoup, mais une fois qu'on leur dit bah, allez, venez, on va travailler ensemble, il n'y a plus personne. Comment on peut les motiver? Merci, bravo à ce que vous faites. Good job. Le Bénin, j'adore ce pays. Écoute, votre problème, c'est le problème à nous tous. Hein? Ah, mon frère, main d'œuvre en Afrique, là. Tu sais, les Africains, on est forts sur les... On va te montrer comment investir sur les terres et comment ça va marcher. Surtout que tu es en France, les frères là-bas, là, ils ont des schémas pour toi. Hein? Et c'est leur schéma, ce n'est pas des schémas de long terme. Because ici, you're thinking about long term. Long term, c'est long terme. Et eux, ils sont dans
right now. Ça m'a pris du temps pour comprendre ça, hein. Parce que je ne comprenais pas. Moi, mon frère, j'étais fatigué en 2014 à 2000. Si Jeff Zone, je l'ai commencé depuis 2014. Les gens viennent de découvrir ça, parce que c'est comme ça a commencé à marcher maintenant. Mais toutes les années noires, là, je peux écrire des livres, hein. Il y a un qui devait sortir ce mois, mais j'ai dit, je vais attendre un peu. Ça va frustrer beaucoup de monde. Parce que le problème, c'est qu'il t'appelle, il te dit, bon, de tant d'hectares là, on a besoin de tant d'argent, tant d'engrais, tant tout. Ils vont même aller plus loin, te calculer les bénéfices que tu vas faire. Et toi, dans ta tête, tu dis, ah, ça là, on va doubler même. Et tu en vas plus, tu dis, mais prenez un autre hectare, ajoutez ça, ça bon là. Et qu'ils t'envoient même parfois des photos. Et tu vas voir les choses grandir, c'est beau, tu sais, l'agriculture, tout est vert, you come back home, it's nice. Mais le problème, c'est pendant la récolte. Si tu n'es pas à la maison, ils vont toujours te raconter. Vous m'avez vu, j'étais à Touba il y a 2 jours pour aller voir notre récolte d'arachide et de mil. Et moi-même tester l'arachide pour voir c'est déjà bon. Et je regarde et avoir une idée qu'est-ce qui est là-bas pour quantifier et que moi-même je vais contrôler. Parce que si je reste, mon agent, je l'avais dit de Rwanda, donne-moi une semaine, je retourne. Il faut me laisser rentrer au pays. Parce que si on va voyager tout le mois d'octobre et novembre, il me faut une semaine pour aller voir. Parce qu'ils vont prier même que tu restes un peu plus longtemps. Parce que le problème, si je n'étais pas de retour, récolte time, ils ont dit, oui, bon, les rats là sont passés, il nous faut même des trucs parce que la moitié de la récolte est partie. Parce que soit ils vont faire ce qu'ils veulent avec, et majeure partie, c'est même pas ça, c'est parce qu'ils ne vont pas venir même pas au travail. Et j'ai réglé maintenant ce problème tout récemment. Si tu as des objectifs pour eux, ce que je faisais, je leur donne du travail, après moi, je viens aller-retour. Mais il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire que je viens dans ton champ et tu ne nettoies pas, tu n'organises pas, tu es en train de boire du thé. Et je dis, mais il faut changer ça, ça continue. Donc, je dis à mes équipes, maintenant, ce qu'on va faire, il y a 1 an, on va faire ce système américain-là. On coupe les salaires. C'est-à-dire que si tu es en retard au travail ou si tu ne viens pas au travail, je le coupe dans ton salaire. Et dans les champs, si je vois one plastic, parce que j'instaure, c'est que tout le monde soit clean dans les champs. Il faut organiser, quoi. Si je vois one plastic ou one papier dans les champs, tout le monde paie 2500 dans le salaire. Donc maintenant, je viens au champ, là. Je regarde partout et il regarde et dit, tu ne vas rien trouver. Hein? Ici, 2500, là, tu ne vas pas prendre pour nous. Parce que j'ai commencé à couper. Et les gens qui sont en retard, il m'a entendu au téléphone là parce que quelqu'un se plaignait. Il dit oui, un jeune qui gère le tracteur, parce qu'il est allé faire n'importe quoi avec le tracteur pour aller désherber. Je l'ai enlevé 10 000 dans son salaire. Dans la voiture, venir ici avec Michel, il me dit, le manager m'appelle, oui, Ibrahim a dit, oui, pourquoi on l'a enlevé 10 000? Il a dit, oui, parce qu'il a fait n'importe quoi, on a enlevé pour tout le monde. Ça veut dire que dès que tu commences à toucher leur argent, maintenant, quand je viens au champ, tout est nickel et ils travaillent. Donc, il faut taper où là c'est fort, c'est l'argent. Parce que le problème à comprendre, il faut comprendre que là-bas, ici, vous avez réglé beaucoup de problèmes qu'eux, ils sont en train quand même de... C'est difficile. Quand vous rentrez ce soir, vous savez que vous allez manger. Ici, ce n'est pas luxury. Demain, vous allez manger. Vous avez réglé quelques soucis même sur le compte bancaire, il y a quelque chose. Chez nous, on vit le jour au jour le jour. La majeure partie des Sénégalais, c'est un problème moi ceeb beeg diwlin bi quoi. Le riz c'est le riz qui est notre problème. Comment on va gérer cette dépense de la maison aujourd'hui? Si on pense que les dépenses là, comme dépenses chaque matin, comment on va réfléchir long terme là? Il y a des gens à la maison qui doivent manger. Donc toi, quand tu parles de long terme, il dit oui. Mais on attend quand tu sors l'affaire là, combien on va gagner encore? Tu vas te demander d'aller construire une maison pour toi. Ils vont voir avec le quincaillerie là-bas. Bon, on va lui demander facture 100 000 francs, si c'est 60 000 francs, pour qu'eux aussi, chacun a 20 000 francs. Parce qu'ils veulent acheter ceeb et riz. C'est pourquoi le travail qu'on est en train de faire est extrêmement important. Il faudra qu'on règle ce problème de dignité pour la jeunesse africaine. Parce qu'un pays qui ne mange pas à sa faim, il ne peut rien créer ou construire. C'est pourquoi on n'innove pas. On n'a pas ce temps.
on forme des insulteurs chaque jour dans les réseaux sociaux parce qu'il n'y a que la frustration, tu les comprends. Des gens, tu te lèves le matin à la maison, il n'y a pas de dépenses comme chez mon grand-père, 4 jours tu ne manges pas. Et que toi, tu vois tes amis, tes cousins, ils voyagent partout, aller-retour dans les avions, et toi, tu es chez maman, tu n'as même pas 50 francs pour acheter café. Et pour le repas, il faut que maman t'appelle pour manger. Le dîner, maintenant, au Sénégal, nous avons fondé ou mais c'est vrai, loolu moo xew réew ma demal dëkk ba nga xool nga génn town ba dem Pikine ak côté Mbour Kaolack. Papa gère maintenant que le lunch, hein. Le dîner, tout le monde se débrouille. Bol dof amatul town de. Mais c'est vrai. Donc ce jeune-là, si tu veux lui faire travailler, il faut l'aider, le responsabiliser, à comprendre que lui aussi, il va gagner plus que tu lui donnes. Tu leur donnes des parts aussi de cette entreprise qu'il faut les responsabiliser, qu'ils puissent prendre et gagner plus. Parce qu'on donne aussi des emplois, mais même ceux qui ont de l'emploi, ils sont pas bien payés. Comment tu peux gérer une famille? Location est chère à Dakar et tu rentres chaque soir, par exemple, à Rufisque ou bien Kermassar, le transport, tu prends 1500 aller-retour, ça va te prendre quoi? 40 000 et pour manger là-bas et gérer la famille, la scolarité des enfants et tout, tu n'as même pas salaire de 100 000 francs. Imaginez, c'est pauvreté extrême. You know? And Bob Marley l'avait dit, an hungry man is an angry man. C'est la réponse pourquoi les jeunes insultent toujours sur les réseaux sociaux. Je ne cautionne pas ça. Mais c'est parce qu'ils ont faim. Parce que vous avez tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez le temps d'être sur les réseaux sociaux et insulter les gens? Vous ne pouvez pas parce que vous avez d'autres choses à faire. Donc, mon frère, il faut rester patient. Don't give up. Ça va aller. Tu vas apprendre comme je l'ai fait. Ça va être difficile. Moi, en un an, j'ai laissé les champs et je me suis retourné encore en 2015. Mais continue. Tu vas trouver des bonnes personnes tôt ou tard, si tu ne lâches pas. Et ils vont t'aider à to go to the mountain top. Mais ça va prendre du temps. Parce que nous, on en fait le contraire. Ici, ils ont réglé ce problème d'abord. Après, maintenant, ils construisent des routes, ils construisent des autoroutes, ils construisent des stades, entertainment. Tu vas aller entertainment, match de football, tu rentres, tu ne peux pas manger. Nous, le problème, on veut compétir aux États-Unis sur les réseaux, sur les infrastructures. On va compétir contre la France sur les infrastructures, les nouveaux aéroports, tout ça là, c'est bon. Mais on doit régler le problème de l'autosuffisance alimentaire d'abord. Et cette question de la formation des jeunes, science and technology, pour que ces jeunes puissent compétir avec le monde et créer des applications, créer ce qui va changer le monde et faire partie de cette économie moteur du monde entier. Les Africains sont absents dans cette révolution qui est en train de se faire. Parce que nos leaders n'ont toujours pas compris les priorités. Ils n'ont pas compris. Si vous n'avez rien mangé depuis 2 jours, là, vous venez ici m'écouter, là, qu'est-ce que vous allez comprendre quand je quitte ici? J'ai dit, bon, ce gars-là, il est venu du Sénégal, il n'a rien dit, hein? Parce que tu n'as pas mangé. C'est ça notre problème. Donc, cette responsabilité, ce n'est pas seulement les leaders, c'est vous aussi. Aidez-nous à venir créer des entreprises. Prenez le courage aussi de venir investir. Ne vous découragez pas. Même ici, c'est difficile. Mais on trouve toujours les moyens. C'est encore plus difficile au bled, comme vous dites ici. Mais ne lâchez pas. Parce que si on lâche, ça va être pire. Hein? Parce que l'avenir, c'est là-bas et c'est ce qui est en train de se passer en Afrique. C'est-à-dire le monde est en train de venir là-bas. Là. C'est comme les Hungry Lions. Everybody grabbing. Et nous, on est absents. Voilà, good luck and du courage. Thank you. Let's go in the back. Ah, d'accord. Bonjour Sean. Bonjour. Je suis très contente d'être là ce soir. Vous nous faites un beau cadeau. Merci. C'est vraiment, vous avez un parcours aspirant, donc vraiment, merci pour ça. Et double surprise, c'est aussi d'avoir Sally. Je ne m'attendais pas à la voir ici, et donc je suis vraiment très contente. Our star. Give her a round of applause, man. She's a big star. Yeah. Great. Alors, je m'appelle Princesse. Et je suis ivoirienne. Oui, c'est mon vrai prénom. Voilà. Right. Je suis ivoirienne française. J'ai la double nationalité. J'ai grandi avec une maman qui était couturière. Et du coup, j'ai vu pas mal de clientes défiler à la maison pour faire des robes, pour se faire confectionner des robes. Et c'était en général et très souvent pour des mariages.
À la suite de ça, j'ai voulu créer et simplifier le processus. Donc, j'ai créé une solution digitale pour se faire confectionner des robes en wax, donc en passant par le choix du col. Les clientes peuvent choisir le col, les manches, vraiment personnaliser leur robe de A à Z. Aujourd'hui, on parle beaucoup de rentrer au pays, investir au pays. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne aussi que je vous ai vu lors d'une interview. Mais la question est la suivante. Pour une entreprise de mode africaine qui est créée en France par une femme issue de la diaspora également, pensez-vous que ça peut rayonner sur le continent africain? Ah bah bien sûr. Ça existe déjà. Il y a quoi, Nanawax? Je suis Nanawax. Écoute, tout ce que vous... Ah, dans Paris, il y a Céline Rabekan, il y a Touti, une sœur qui... voilà, Madame Diop, il y en a partout. Bah voilà, bah, stand up, stand up, stand up. Voilà, ça c'est du Sénégal. Voilà, donc tout ce que vous avez ici comme idée, je dis tout, hein. Any idea you have in your mind here, we can use back home. Tout ce que vous avez comme idée, hein, si vous concentrez et vous avez le courage de suivre vos rêves avec ça, no matter how hard it is, parce que beaucoup d'entre nous aussi, on prend tout, on revient, on se donne 6 mois, 7 mois, si ça ne marche pas, on retourne. On dit, oui, on n'aime pas la France, moi je vais rentrer au blé, oui, je vais rentrer au blé. Et tu viens au blé, quand l'argent commence à partir, là, les moustiques, tu dis, bah, je rentre ici, là, mon frère. Tu retournes encore. Bien, rien ne va marcher. Il faut avoir le courage de rester et de faire tout que ça marche. Si j'avais lâché, parce que quand je suis arrivé, j'ai créé Give One Project. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ça au Sénégal. Parce que dès que j'arrive, je prends un building comme ça, 3 étages. Je fais incubateur d'entreprise pour les jeunes Sénégalais. Je leur forme sur l'entrepreneuriat et le leadership. David était là, le jeune photographe que vous voyez là, qui a formé beaucoup de jeunes pour moi, qui sont aujourd'hui des chefs d'entreprise. On a travaillé sur tout. Mais les gens pensaient que moi, je suis venu pour faire de la politique. Donc, ils m'attaquaient de partout. Des choses que les gens même ne connaissent pas. Tout m'est arrivé là-bas. Hein. Ils m'ont fatigué. Non, sérieux, si j'étais quelqu'un d'autre, j'allais rentrer. Parce que je mettais mon propre argent, mes propres moyens pour former plus de 200, 300 jeunes chaque année. Mais la pression que je recevais, je pouvais juste dire, bon, je lâche, je rentre. On m'a fatigué. À un moment donné, mon bureau, il y avait le feu et tout ça, donc j'ai quitté Almadies complètement pour aller au village. Pour avoir de la paix, j'ai décidé d'aller vivre dans un village. Comme ça, je ne vais même pas à Dakar. Donc, je suis entre 2 villages. Là où j'habite, à Sendou, et l'autre village, dans mes fermes. Je fais aller-retour. Parfois, je dors ici, parfois ici. Mais même dans mon village, ils m'ont suivi là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les policiers? C'était le moment pour moi de dire, OK, you know what, I don't care about this country, you know. I'll just go back to the US. Et quand je reviens, je fais comme tout le monde, je vais à l'aéroport, je retourne, je fais mon argent, je ne vois personne. Mais ça, c'est la voie facile. Tout le monde peut faire ça. I want my country to develop. Je veux que mon pays développe. Ce que j'ai vu dans plus de 100 pays dans le monde entier, je le veux au Sénégal. Et ça, je ne vais pas attendre à personne de le faire. Je ne permettrai à personne de me décourager sur l'avenir de mes enfants et de mon continent. Je veux qu'on relève l'Afrique avec sa dignité. Je veux qu'on prenne notre place dans le monde avec dignité. Je veux qu'on puisse se nourrir, qu'on regarde les personnes, les autres pays comme ça. Pas comme ça, donnez-nous de l'aide. Comment un pays comme la France, c'est un petit pays comparé à l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique, peut faire France-Afrique. Et tous les présidents africains, ils peuvent venir ici et chercher des aides à 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Tout récemment, il y a le Japon qui a fait la même chose, Tunisie. Tout le monde est allé en Tunisie pour chercher des financements. Il y a maintenant Chine-Afrique, il y a Turquie-Afrique maintenant, il y a Dubaï-Afrique. Et quand est-ce qu'on va faire Afrique-Sud partnership? Qu'on va couper les barrières entre nous. Tout récemment, j'étais en Éthiopie pour aller au Rwanda. J'ai dormi, j'étais fatigué, donc j'ai dit, écoute, à l'hôtel, je vais prendre une journée de plus. Je dors. Bon, c'était cool. J'ai dit, je vais prendre 2 jours encore. Je
Je vais me reposer avant d'aller au Rwanda. J'arrive à l'aéroport, la dame regarde mon passeport sénégalais. Bon, puisque je suis en Afrique, je sors le passeport sénégalais. Elle regarde. Oh, mon frère, je dis oui. Il faut payer $65, hein. Je dis mais pourquoi? Elle dit que tu as dormi ici plus d'une journée parce que tu n'avais pas visa. Tu avais visa de transit. Je dis je n'ai même pas de visa dans mon passeport. Elle dit oui, mais si tu dors plus d'une journée, tu payes visa. Et je lui dis mais ici, c'est capitale de l'Afrique, c'est ici. Je dis, maintenant, OK. Et les Américains disent, mais si tu es américain, je dis, bon, j'ai un autre passeport américain. Il dit, non, c'est trop tard parce que j'ai déjà le truc. Il m'a fait payer, hein. Elle m'a fait payer $65 en Afrique. Et ça, on doit le changer, nous. Parce que si tu es européen ou américain, tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux. Si tu es africain, entre africains, c'est incroyable, c'est tellement difficile. Et si on reste ici, on dit que ce projet ne peut pas marcher parce que ça et ça. Je vous assure, vous allez rentrer chez vous là, un jour, vous allez être des locataires chez vous. You will pay for everything to somebody else, not in your own country. Et ça, moi, en tout cas, personnellement, je vais me battre pour que mon pays, je vais jouer mon rôle pour changer mon continent. Et si je ne peux pas le faire, les jeunes vont continuer. Thank you. Donc vas-y. Vas-y. C'est pour moi l'heure de... C'est le happy end. On va terminer sur cette question. Tion, on va retourner. Mais ce côté-là, il n'a rien demandé. J'ai déjà, on va terminer, on va te retourner au temps du bac à sable. Là où tu as commencé à étudier, là où tu as rencontré tes premiers copains. Et c'est la belle histoire du soir. J'ai retrouvé un copain à toi du temps du bac à sable. Et il avait une question à te poser. Si tu veux bien approcher, s'il te plaît. Wow. So, brother. Yeah. C'est un plaisir de te revoir. Yeah. That's beautiful. Très bien. Mon frère, ça fait plaisir. C'est un plaisir, oui. Alhamdulillah. Tu vas bien? Alhamdulillah. Good to see you, man. Yeah, man. Mashallah. Lamine Traoré. Bonsoir tout le monde. Monsieur le consul avec qui on a travaillé sur Bordeaux. Ah ouais. Ouais. Mashallah. Il est parti, les Marseillais l'ont récupéré, mais ça nous fait mal, hein. On ne lâche pas. Merci. Donc je m'appelle Lamine Traoré, donc je suis natif de Kaolack. Donc John qui est ici présent, on était dans la même école, école El Hadji Ibrahima Niasse, élémentaire. Et son père était notre directeur. Donc tout ce qu'il dit, moi je le sais, je le connais. Donc c'est un réel plaisir. Merci mon frère. Pour moi c'est une référence. Thank you. Donc j'essaie de t'écrire partout, je t'ai envoyé des messages sur Facebook, jamais eu de réponse. Aujourd'hui je me suis dit, donc c'était le moment ou jamais. J'étais au Sénégal pour le Magal de Touba, je voulais venir te voir dans ton domaine. Mais malheureusement, j'avais pas beaucoup de temps, j'avais que 2 semaines. Il y a beaucoup de chiens là-bas, hein. Attention. C'est ça. Donc c'est un réel plaisir. Donc tout ce que tu fais, je le suis. Merci beaucoup. Et ça me fait super plaisir de voir un frère, un ami. Donc comme il disait, tout est possible. Donc il n'y a rien qui est impossible. Tout est possible. Il faut qu'on croie en nous. On est des Africains. Mais ce qu'on doit enlever de nous, c'est le complexe. Parce que les Africains sont complexés. Il faudrait qu'on arrive à montrer que nous, on est capable de réfléchir. Hein. Ouais. Si les Blancs réfléchissent, nous, pourquoi pas on ne réfléchit pas? Qu'est-ce ont de plus que nous? Donc il faut que nous, qu'on soit conscients que nous, on a tout ce que les autres n'ont pas. C'est-à-dire l'Afrique. C'est les berceaux de l'humanité. Comme il l'a si bien dit, tout le monde sait ce qu'il y a, les ressources de l'Afrique, sauf les Africains. L'Occident, il n'est pas fou. Hein. S'il part en Afrique, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et nous, il faudrait qu'on comprenne ça. Et moi, ma bataille de tout le temps, c'est il faut qu'on arrête, quand je vois nos frères qui périssent dans la mer, ou mes amis, mes frères qui m'appellent, qui me disent je vais vendre ma boutique, je vais vendre ma voiture pour venir en Europe parce qu'ils ont le rêve. Et je le comprends parce que c'est contradictoire. Parce que moi, je pars là-bas. Je dis, mes frères, ne venez pas parce que là-bas, ce n'est pas l'Eldorado. Et 2 semaines plus tard, je prends mon avion et je reviens en France. Il me dit, mais purée, il se fout de moi, quoi. Il me dit de ne pas venir, mais lui, il va. Donc, c'est contradictoire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de comprendre comment on peut faire pour que nos jeunes frères qui sont là-bas comprennent que l'Eldorado, ce n'est pas ici, mais c'est l'Afrique. Donc, ça commence de nous. Il faudrait qu'on ait le courage de repartir. Mais il faudrait nous qu'on se prenne en main. Qu'on montre que la jeunesse africaine, c'est nous. La réussite de l'Afrique, c'est nous. Hein. Tikendia l'a dit. Hein. Il n'y a que les Africains qui peuvent refaire l'Afrique. Hein. C'est lui qui te donne, il te redonne, il te demande toujours. Hein. Donc non, il faut qu'on arrête ça maintenant. L'Afrique aux Africains, on n'a pas dit qu'on va dégager tous les Européens. Ce n'est pas ce qu'on dit. Hein.
Non, ce n'est pas une question que je pose. Mais c'est une contribution que je fais. Mashallah. C'est une contribution. Well, give him a round of applause. Happy to see my brother. Yeah. Parce que M. Koyeté, on se connaît très bien. Il était à Bordeaux. Ouais. Mashallah. Moi, je suis le président de l'association Amitié Barsac-Sénégal. Donc, Barsac, c'est à Bordeaux. Quand je disais à mes parents, j'habite à Barsac, ils me disent, purée, Barsac, c'est l'au-delà. Tu sais, ils ne me croyaient pas que Barsac existait en France. Donc, moi, j'habite là-bas. Donc, mon projet, c'était lutte contre le paludisme, accès à l'eau et la scolarisation des enfants. Parce que je ne comprends pas, au XXIe siècle, que la jeunesse africaine, on a du mal à payer une formation, on a du mal à aller à l'école, on a du mal à se soigner. Parce que récemment, j'ai 3 de ma famille qui sont morts parce qu'on n'avait pas la santé suffisante pour les soigner. Jusqu'à présent, on a du mal à les soigner. Vous trouvez ça normal? Et pourtant, c'est des médecins qui ont été formés ici. Donc, il faudrait que nous, la jeunesse africaine, qu'on puisse se prendre la main, qu'on puisse avoir les mêmes infrastructures en Occident, qu'on puisse soigner nos enfants, qu'on puisse leur manger. Merci, brother. Merci. On va te voir après. Merci à toi. Sali, frérot, je vais vous laisser. Ladies first. Mais il n'y a rien de ce côté-là derrière. Le direct. Oh, yeah. Yeah, but at least take 2 questions on this side. Yeah, this side. De ce côté, quoi, il n'y a rien. The last. Le direct. On doit partir. Le direct, comme d'habitude. On est en direct, en fait. Du coup, on a ils veulent que je signe les livres. Donc, je te laisse pour ceux qui ont des livres, c'est toi qui. Je vais donner au moins 2-3 questions. Le joker. Je vais conclure. La question joker. Ouais, on va prendre toutes les questions. Le joker. 2 femmes, un homme de ce côté, et je conclue. C'est bon? J'aurais aimé rester toute la nuit, mais un ici, à la fin, et derrière. Or maybe the best thing would be that we try to find one question that sums all the question that they're maybe asking. Yeah. Yeah? Yeah, figure out just the woman in the back. The woman in the back. Okay, great. Okay, let's go. Yeah. Allez, c'est parti. Bon, alors les filles, on a besoin... Non, women only. Les filles, on va avoir besoin d'une question qui résume peut-être un petit peu ce que vous 3, vous avez à dire. Sorry, c'est ladies first. C'est trop short, hein? Mais j'aurais aimé passer beaucoup plus de temps. You have to do something else. Yeah. It's too short. And that in the green. Bonjour. Hein? Ok. Bonjour. Après, on te donne le micro. Salam alaikum. J'adore ça. Give her je suis là pour poser ma question. Ouais, je sais, bon, ça va être compliqué, mais bon. Ils sont là pour ça. Vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Bah voilà. Mais après, quand je signe les livres, je vais parler avec certains aussi, si vous avez des questions. Voilà. Next. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je m'appelle Ndeye Fatou Mbetch. Donc je suis sénégalaise et je fais partie des Terminés d'ailleurs. Ah, machallah. Je suis née à Marseille et j'ai grandi à Marseille. On a beaucoup parlé de double culture. On a beaucoup parlé de ce que nous, on peut apporter au Sénégal. Et moi, j'ai toujours été très attachée au Sénégal parce qu'à Marseille, on a une très grande diaspora sénégalaise. Donc, on se connaît presque tous entre Sénégalais. J'ai toujours eu cet attrait. Et mon rêve, c'est de faire quelque chose au Sénégal. Simplement, on a parlé beaucoup des bienfaits de la double culture, mais il y a aussi quelques bémols. C'est-à-dire qu'ici, on est vu comme des immigrés. Au Sénégal, on est vu comme des toubabs. Ouais. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut aller au Sénégal et faire quelque chose de viable, de durable, en ayant une légitimité, sans casser les codes, en fait, sans arriver comme un savior, comme un white savior, mais arriver vraiment à les convaincre de notre bonne foi et de notre volonté de faire avancer le pays. Et aussi, administrativement, pour créer une boîte, comment ça se passe? Est-ce qu'on arrive, on ouvre un truc comme ça, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place? Voilà, c'était ma question. Merci. Good question. Merci. Merci beaucoup. Donc, aidez-moi à lui donner le micro. Aujourd'hui, je vais parler. Bonjour à tous, merci. Aujourd'hui, tout à l'heure, je voulais aller là-bas, mais je vais rester ici. Ils m'ont écouté. Je remercie madame qui a posé la question sur les femmes, parce qu'effectivement, c'était la question que je voulais poser. Et je pense qu'aussi, vous n'allez pas avoir le choix de travailler avec les femmes. Et vous n'allez pas avoir le choix de nous mettre à des postes stratégiques et importants, parce qu'aujourd'hui, le développement de l'Afrique passera par les femmes, quoi qu'il en coûte. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de l'investissement et le nombre de milliards. Donc, je ne savais pas que représentait ce qu'envoyait la diaspora, du coup, en Afrique. Et là aussi, monsieur le consul, du coup, ma question s'adresse aussi à vous.
on s'organise quand? C'est quand qu'on s'organise? C'est quand qu'il y a un circuit clair? Quand est-ce qu'on crée, pourquoi pas, un ministère de la diaspora? Quand est-ce qu'on arrive à s'organiser? Parce qu'on arrive à s'organiser en sous-région. Moi, je suis de la région de la Casamance. On arrive à s'organiser dans nos villages, à créer des maternités, etc. Mais il faut un moment que ça passe à plus grande échelle. Et moi, j'ai hâte qu'on s'organise. Parce que je pense qu'on est prêt. Voilà. Bravo. Merci. Alors, Good job. désolée, je l'ai pris un peu par force. Alors, je me présente, je m'appelle Anna CV, j'ai 13 ans. Je vis à Aubagne et je suis franco-sénégalaise. Cet été, je suis partie en vacances pendant 2 mois à Dakar. Et j'ai remarqué qu'on galérait souvent à avoir de l'argent. J'ai souvent appelé ma maman pour me demander si je pouvais avoir de l'argent de poche et ne pas attendre mon anniversaire pour avoir de l'argent de poche. Et puis j'ai remarqué que souvent, à l'école, on ne nous avait pas éduqués à faire ça, ni à la maison. Et je voudrais qu'aujourd'hui, comment expliquer? L'école pour nous, ce n'est pas, en France en tout cas, ce n'est pas pour nous quelque chose qui nous apprend beaucoup. Ça nous prend surtout plus de temps. Mais en fait, les vraies leçons qu'on apprend, c'est dans la vie et pas à l'école. Et donc aujourd'hui, j'aimerais poser une question. Comment nous, les jeunes, on pourrait faire désolé, pour être autonome et avoir notre propre argent sans toujours demander à nos parents et surtout sans attendre nos 18 ans et notre majorité. J'ai le direct, hein. Je vais aller. Allez-y, Tion, le micro. Je vais laisser Consul répondre à ta question et aussi la question de Fatou, de Fatou par rapport à l'administration pour créer une entreprise. Bon, on a Apix, mais il va en parler rapidement. Comme ça, après, je peux conclure, quoi. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas prévu de prendre la parole, mais quand on est interpellé, on doit quand même amener quelques éléments de réponse. Mais je voudrais d'abord féliciter le conférencier, le féliciter pour la haute facture de sa contribution, mais au-delà de ça, de son engagement pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. Parce que ce qu'il fait, ça dépasse le développement de l'Afrique. C'est aussi parce que s'il est venu vous rencontrer ici à Marseille, en France, s'est tourné un peu dans le monde. Il l'a dit, il était au Rwanda, il est parti au Sénégal, il est venu ici à Marseille, il a d'autres destinations, les États-Unis, le Canada. Donc vraiment, je voudrais le saluer publiquement, le féliciter et de dire que ce qu'il est en train de faire, c'est comme ça que ça doit se faire. Il l'a dit, nos anciens, les Senghor, se sont battus pour les indépendances. Par la suite, nous avons eu les indépendances. Les premiers qui sont partis à l'immigration, ils sont partis à la recherche de ressources. Il l'a dit aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des fois des petits boulots, dans des conditions difficiles, dans des conditions pas favorables, pour qu'aujourd'hui, que vous soyez là. Et nous-mêmes, à travers nos fonctions de représentation diplomatique et consulaire, on avait une mauvaise compréhension de la représentation diplomatique. Et il est vrai, on mettait beaucoup de temps, beaucoup d'accent sur le volet administratif, les passeports, les transcriptions, donc l'accompagnement social. Mais depuis un certain temps, nous avons commencé à nous poser les bonnes questions, c'est-à-dire comment accompagner nos compatriotes, nos ressortissants qui sont dans nos juridictions sur le plan économique. Et donc, je peux vous dire, le vice-consul est là, il peut en témoigner, je reçois beaucoup de Sénégalais dans mon bureau et on parle d'économie, on parle de promotion du tourisme, de la culture, mais surtout du développement économique. Et c'est pour cela que je dis que, pour répondre à votre question, madame, nous sommes en train de faire un travail de cartographie de nos compatriotes dans nos juridictions. Recenser, il faut commencer d'abord par cela.
Il est vrai, depuis un certain temps, moi-même, si on me demande, si je suis honnête avec moi-même, on me demande il y a combien de Sénégalais dans ma juridiction, je ne serais pas capable de le dire parce que scientifiquement, je ne peux pas m'appuyer sur un chiffre pour dire qu'il y a autant de Sénégalais dans la juridiction. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. D'abord, chaque Sénégalais doit avoir sa carte consulaire. C'est à travers la carte consulaire que nous pourrions savoir qui est là, qui a ça comme expérience, expertise, qui est disponible, qui veut accompagner le Sénégal dans son développement. Les politiques publiques que nous avons au niveau national concernent aussi les Sénégalais de la diaspora. Donc c'est pour dire que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, cette rencontre est une opportunité extraordinaire pour la France, pour l'Afrique, mais je dirais pour nous tous. Et c'est par là où je vais terminer, c'est-à-dire le consulat est à votre disposition. Il ne faudrait pas que ça soit tout simplement que le volet administratif. C'est aussi celui qui a une idée, un porteur de projet, un investisseur. D'ailleurs, on est en train de travailler pour mettre en place le guide de l'investisseur, le guide du porteur de projet. Est-ce que l'investisseur a la même trajectoire? Tous les investisseurs ont la même trajectoire? Ou bien est-ce que les porteurs de projet ont la même trajectoire? Aujourd'hui, si un Sénégalais veut investir au Sénégal, par là où il faut commencer. Nous sommes en train de faire ce guide-là et nous avons besoin de vous pour pouvoir faire ce guide-là. Parce que ça n'a pas de sens que nous puissions mettre en place des outils et que ces outils soient méconnus, que les grands publics ne connaissent pas ces outils-là. Il y a des instruments qui ont été mis en place dans nos pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit dans d'autres pays africains. Mais malheureusement, il manque toujours ce lien entre la diaspora et nos pays. Et pourtant, si tout à l'heure, il l'a dit dans son exposé, la diaspora sénégalaise envoie 1400 milliards de francs CFA. C'est 2 fois plus que l'aide publique au développement. Vous prenez l'aide publique au développement, cumulée aux investissements directs de l'étranger, ça ne fait pas ce que la diaspora sénégalaise envoie. C'est 11% de notre de PIB. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance extraordinaire. Les autorités, les représentations diplomatiques et consulaires avec nos ressortissants, organisons-nous, vous l'avez dit, quand est-ce qu'on va s'organiser? Celui qui n'a pas de carte consulaire doit se présenter au consulat pour qu'on puisse l'immatriculer, savoir qui est là, qui a quoi comme expérience. Si je connais par exemple les chefs d'entreprise sénégalais dans la juridiction, c'est là où je pourrais les mobiliser facilement. C'est là où, par exemple, cette rencontre-là, j'aurais pu les informer en disant que, parce que M. Tchonnian, beaucoup aimeraient le voir, beaucoup aimeraient l'écouter, mais si, par exemple, nous ne faisons pas ce travail en amont, ça va rester. Donc c'est pour cela que notre responsabilité est engagée, votre responsabilité aussi est engagée. Dans un système cohérent, l'être humain est en partie responsable de son existence. C'est-à-dire nous tous, nous avons une part de responsabilité. On peut dire l'Afrique est sous-développée, nos pays sont sous-développés, on peut toujours indexer quelqu'un, mais je pense que si la responsabilité est partagée, organisons-nous. Nous avons commencé par en discuter. Il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il n'y avait pas ces rencontres-là. Il y a 20 ans, en fait, le PIB de l'Europe, c'était le PIB de l'Afrique, c'était le PIB de l'Europe, c'était 20 fois le PIB de l'Afrique. Il y a 20 ans, 20-30 ans. Actuellement, le PIB de l'Europe, c'est 6 fois le PIB de l'Afrique. Donc, ce qui veut dire que ce taux qui a changé en 15-20 ans, qu'est-ce que ça va devenir dans 15 ans? Mais ça, il faudrait qu'on soit conscient de cela en tant qu'Africains, en tant qu'Européens, parce que les futurs marchés se trouvent en Afrique. C'est là où nous devrions travailler pour écouter M. Tchonnian par rapport à ce qu'il dit. Et surtout, ce qui me plaît bien dans ce qu'il fait, c'est la pédagogie par l'exemple. Il est dans les champs. Il pouvait rester dans son bureau en disant que faire ses lives, en disant que c'est comme ça le développement, c'est comme ça la vie, c'est comme ça l'avenir. Mais il est dans les champs. Et donc, je pense que c'est un modèle à suivre et nous devrions le suivre. Vraiment, je tenais à le féliciter en remerciant chacun d'entre vous. Merci, Consul. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Consul. Pour conclure, je voudrais d'abord que vous m'aidiez tous à vraiment remercier très fort Moussa Camara et tous les déterminés qui sont là. Good job. Tous les déterminés, merci beaucoup. Ces équipes, merci pour ce que vous faites. Vous êtes en train de changer des vies. Continuez nos beaux boulots derrière le frère. Merci pour tout ce que vous avez fait avec vos partenaires. Et je voyage partout entre les avions. C'est parce qu'il y a des gens derrière qui font que je suis là, qui travaillent les fermes, mais aussi l'administration, mes amis, mes équipes qui m'aident toujours. Donc, Tony, s'il vous plaît, levez-vous. David, Leontine, please give them a round of applause for me. David Manfort, Bassirou, ils sont là, toujours derrière.
mais ils mettent la lumière. Mais c'est un travail d'équipe. Je vous remercie au fond du cœur. Je vous remercie, vous tous, d'être là. J'ai juste quelques conseils pour les entrepreneurs qui sont là. Entreprendre n'est pas facile. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas de projet d'entreprendre, don't feel sad about yourself. Parce qu'on a aussi besoin des travailleurs. Mais les gens qui sont là, qui veulent entreprendre, la première des choses, c'est qu'il faut avoir le courage de protéger vos rêves. Parce que quand vous avez, chacun d'entre vous, quelque chose est donné à l'intérieur de vous que tu ne peux parfois pas expliquer à tout le monde. Et si vous n'avez pas le courage de protéger, c'est tes propres amis. Ils ne le font pas négativement, hein. C'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vont te décourager pour te dire que ce n'est pas possible. Donc, protégez d'abord vos rêves. Deuxièmement, c'est de rester déterminé, comme Moussa l'a nommé son organisation. Parce que si vous n'êtes pas déterminé, vous allez vous décourager. Parce que vous allez tomber, maintes reprises. Vous allez essayer et même échouer. Mais si vous échouez, restez déterminé et optimiste. Relevez-vous et travaillez encore. Ne lâchez pas. Et the last one is that when you're successful, ne jamais oublier d'où vous venez, même si vous êtes en France. Ça me ramène sur ta question de double nationalité. Je le répète encore, surtout les jeunes qui sont nés ici. La France, c'est votre pays aussi. Et un pays, on doit l'aimer. Moi, j'aime le Sénégal et j'aime les États-Unis parce que tous les pays, ils m'ont aidé. Vous ne devez pas avoir ce complexe d'aimer ce pays. Et si vous aimez ce pays, vous devez participer pour changer ce qui se passe. Ce pays n'est pas parfait. Les États-Unis, not the same. Sénégal, la même chose. Et comment le changer, c'est de bousculer et pousser les limites pour que vous participez in the decision-making process. Ceux qui doivent s'engager en politique, allez-y. Parce que representation matters. On a besoin de représentation. C'est votre pays, vous avez la nationalité, ne vous faites pas des limites. Certains vont vous dire que non, you don't belong here, ici c'est pas pour vous parce que votre nom est ça, parce que vous êtes musulman, ou vous êtes chrétien, ou vous êtes une femme, ou vous êtes ça et ça et ça. Mais n'acceptez pas les limites, vous avez les mêmes droits que tout le monde. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était le cas. Quand j'ai commencé à m'impliquer en politique à Ohio, mes amis sénégalais me regardaient comme mon frère. Toi, tu n'es même pas encore américain, comment tu vas faire tout ça? Parce que j'avais refusé au début d'être juste un immigré qui travaille à envoyer de l'argent. Je me suis dit, dès que je suis arrivé aux États-Unis, puisque je vis ici, je vais contribuer, mais aussi participer, parce que le problème, c'est que si vous laissez tout aux politiciens qui vont décider votre vie, tout est politique, même ce que vous mangez là, quelqu'un va décider du prix. Et certains vont vous dire, oui, moi, je n'aime pas la politique, je ne vais pas m'impliquer, mais impliquez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un va le faire à votre place. And you might not like the way they do it. Parce que ce que vous pouvez faire, je le dis tantôt, nos parents, vos parents ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas s'impliquer. Ils n'avaient pas les capacités parfois, la langue, les barrières, etc. Mais vous avez tout ce que vous avez besoin. Et c'est une grande chance d'avoir un pays comme ça et un autre pays là-bas pour toi, pour le Sénégal. Donc quand vous venez là-bas, ne vous précipitez pas, mais ne vous découragez pas. Travaillez de trouver les bonnes personnes. Il faut avoir les hommes de confiance avant d'investir. Parce que si vous investissez sans les hommes de confiance, et parfois même c'est dans la famille, vous allez perdre de l'argent. Et je vais clôturer for the macro. Et ça, c'est pour tout le monde. Tu es entrepreneur ou tu n'es pas entrepreneur. You know, chacun d'entre nous ici tonight doit répondre à cette question à l'intérieur de vous. Que quand tu es seul, toi-même, tu te poses cette question. Pourquoi je suis là? Quel rôle je dois jouer? Et qu'est-ce que je dois laisser derrière dans ce monde? Quel est my legacy? And not only you should respond to it, but you should work to make it a reality.
Et ce travail, c'est un travail de chaque jour. Chacun d'entre vous doit développer, pousser et travailler et réussir ce que Dieu a mis sur vous. Si vous le faites, vous êtes en train de changer pas seulement la France, mais vous êtes en train de changer le cours de l'histoire du monde entier. On nous parle souvent de Nelson Mandela, de Cheikh Anta Diop. C'était des gens comme nous. Et tout récemment, quand j'étais à la maison de Mandela, sa femme m'a rappelé que Thion, on a réussi, nous, d'aider l'Afrique en côté politique, mais c'est à votre génération de libérer l'Afrique économiquement. Et ça, je le prends au sérieux. Vos parents ont besoin de vous, nos parents ont besoin de vous, notre génération a besoin de vous, et les Africains qui sont là, étudier et travailler et envoyer de l'argent, l'Afrique a besoin de vous. Mes compatriotes sénégalais, notre pays a besoin de vous. Notre pays est en construction. Et notre pays a besoin de ses compétences, de ses enfants. Partout où vous êtes dans le monde, on a besoin de vous. Question de la santé, de l'éducation. On doit révolutionner l'éducation aujourd'hui en Afrique. Parce que nos jeunes sortent des universités avec des diplômes de sociologie, de philosophie, etc. Ils n'ont même pas de capacité pour créer, rien du tout. On a raté la première révolution, deuxième révolution, troisième révolution, fourth révolution, et on est en train de dormir sur la technologie. On ne crée rien. On est en train de télécharger YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. On passe toute la journée, les jeunes africains, sur ça. Danser, faire la fête et s'insulter. Entre-temps, ici, ils créent. Si tu vas sur WeWork, les bureaux là-bas, les gens sont en train de créer. Silicon Valley sont en train de créer. Japon, la même chose. Tout récemment, en Corée du Sud, j'ai vu des enfants en train de créer des codings. C'est pourquoi, quand je suis revenu au Sénégal, j'ai pris ma maison de vacances à Saly, je l'ai transféré, je l'ai mis maintenant en tant que Digital Academy Skills. Et là, j'enseigne les jeunes du coding, le data center. Et l'Afrique a besoin de chacun d'entre nous. Ce que je suis en train de faire, c'est tout petit, tout ce qu'on a besoin. Mais je sais que si chacun d'entre nous ajoute quelque chose, I know that change will always come from the bottom up. But if it starts from 1 and 2, then 3, then 4, and next thing you know, it's millions of people calling for change. And what this happens, nobody can hold the wave of change that's coming in Africa. I am more than optimistic that the future of the world is in Africa. Thank you for having me. God bless you. Merci, M. Thion Nyong, pour ces mots justes, ces mots qui touchent, ces mots qui transcendent. Merci à nos modérateurs. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'ils puissent revenir sur la scène. On vous dit merci. Merci, Sally. On peut applaudir Sally, s'il vous plaît. Merci, Oussama, nos modérateurs. Merci à l'équipe des Déterminés. Et merci à vous d'avoir fait le déplacement. À très bientôt.